Salut les copinous. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable. Ça va Cori? Oui, Cool. on a vu Akira hier. Ah oui, parce que ça va être un vlog qui va être intéressant, parce que ça va pas juste être un petit vlog sur Akira sympatoche. C'est surtout que elle ne connaissait pas Akira. Elle n'avait jamais vu. J'avais jamais vu Akira avant. Si vous voulez savoir la personne qui avait pas vu Akira, c'était moi. Voilà, maintenant tout le monde l'a vu dans l'univers. Je pense. Bon. Sauf les enfants. Ben oui, les nouvelles générations. Mais techniquement, dans les générations qui peuvent le voir, c'est bon, tout le monde l'a vu, voilà. C'est bon, tout le monde a fait tout le monde a fait cette quête. Tout le monde a vu Akira. Et du coup, c'était vachement bien. Ah ben voilà, parce qu'il faut savoir que moi j'ai déjà vu quelques fois quand même. Tu l'as vu combien de fois en tout, Akira? Alors, je l'ai dû voir 2-3 fois chez moi. Une fois à la sortie 4K et une fois avec toi du coup. Mais du coup, je redécouvre à chaque fois franchement ce film. Parce que ce film, c'est... Je dirais pas qu'il est parfait, parce que je sais pas non, si il est pas parfait, mais il est très très bon. Ah oui, il est très bon, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pourquoi Akira, c'est en fait, ça c'était autant un phénomène en fait. À l'époque, autant que maintenant, parce que franchement, avec cette ressortie 4K, je trouve que le film, je dirais pas qu'il a l'air d'être sorti hier, c'est pas vrai. Il a un scénario, il a des 2-3 trucs qui sont un peu vieillots dans le scénar, mais... Oui, non mais tu vois, il est dans l'ambiance en fait. Je dirais qu'il est dans l'ambiance des futurs des années 90, etc. Oui, les futurs qu'on aime bien exploiter aujourd'hui en fait. Hein. Ah oui, tout simplement. Oui, les futurs à la grandeur en fait. Là, je vais briser un gros abcès, mais l'animation. Oui. L'animation. Oui, passons d'abord au point évident. Le point évident, l'animation. Genre, je vais vous dire un truc, la seule 3D qui est utilisée dans le film, d'après ce que Alta m'a dit, c'est juste ce petit truc qui tourne là. Ah oui, on mettra des extraits vu que le film, on peut le trouver facilement. Ah oui, très facilement. Bah là, du coup, c'est un point positif au fait qu'il soit vieux. Mais pour le coup, oui, c'est que ce petit truc qui permet de jauger la force de Tetsuo. Tous les tanks, les décors, tout a été fait à la main. Oui, tout a été fait à la main. Donc c'est un film qui possède de la modélisation 3D à l'époque où ça n'existait pas. C'est le principe. Bah du coup oui, et du coup d'ailleurs ce petit champ de force de Tetsuo là qu'on voit un peu, ça a été un peu petite révolution de l'époque parce que c'est la première fois, surtout je crois que ça a été la première fois dans un film occidental en vrai. Mais je sais pas. C'est pas un film occidental hein. Oui, mais même en général, je sais pas si c'est la première fois qu'on fait vraiment un effet 3D comme ça. On en avait peut-être déjà vu avant. Je crois que c'est la première fois qu'on voit du flou en animation aussi. Hein. Peut-être. C'est peut-être bien franchement possible. Parce que le flou en animation, ça c'est le truc qui différencie les vieux films d'animation des films d'animation modernes. C'est que dans les vieux films d'animation, tout est hyper net. Par exemple, mets des extraits de vieux Disney ou quoi, où on voit bien que tout est... L'action est toujours ultra claire, on sait bien ce qui se passe. C'est ça, tout est hyper net. Là vraiment, vous voulez faire un film d'animation de live? Bah les deux. Je pense que Akira c'est un peu celui qui a lancé, je dirais pas cette mode, mais ce concept d'utiliser le film d'animation, mais de quand même faire sortir un côté live par exemple. Non c'est ça. Mais ce qui fait que en fait du coup, t'as pas le gros problème du live des effets spéciaux qu'on peut voir au bout d'un moment, tu vois. Oui. Là c'est vraiment, tout est hyper fluide vu que tout est dessiné dans le même univers. Oui, et voilà, franchement, tout a une ambiance, tout a quelque chose, et les personnages ne ressortent pas cette ambiance par rapport à des films de l'époque. Franchement, si Akira avait été fait en live, ça aurait été un sacré bordel en vérité. Bah ça aurait été un film OSEF de plus. Hein. Bah, oui, alors que là, franchement, l'image a un impact. Ah mais l'image est incroyable. Hein. Quand on parle d'animation, on parle pas d'animation qu'on voit beaucoup, surtout qu'on voit beaucoup dans les studios japonais, c'est-à-dire l'animation, la caméra elle bouge tout le temps. Non, la caméra bouge pas tant que ça en vrai. Elle bouge beaucoup. Elle bouge quand même pas mal, mais c'est surtout la multitude de plans qui est incroyable. Ouais, multitude de plans. Genre, c'est pas un truc où il y a un effet, où il y a un vieil effet shaky cam de After Effects. Non, c'est qu'il y a vraiment, par exemple, il y a plusieurs échelles de plans pour les dialogues, des trucs comme ça, des trucs qu'on voyait pas en animation avant ça en fait. Oui, et qu'on voit toujours pas vraiment, je dirais. Bah pas tant que ça. On a un début de ça, mais pas aussi abouti que là-dedans. Et c'est surtout une animation sur le détail. Sur le petit détail, par exemple, un détail que j'avais pas remarqué, franchement. Ouais. À un moment, je crois que... À un moment où Tetsuo se fait frapper par un des gangs du clown, on voit une dent qui sort. En plus du petit sang, on voit une petite dent qui sort et qui dégage du plan. Ah tu vois, ça par exemple, c'est un petit détail qu'on ne voit pas,
mais qui rajoute quelque chose, tu vois, qu'on voit oui, carrément qu'on sent la force du coup, parce qu'on voit la petite dent qui... C'est ça, mais c'est assez terrible. Hein. Et puis, c'est peut-être Canada qui se fait... Toute l'animation des liquides, de toute façon, moi je l'ai toujours dit, un film d'animation, tu le juges à l'animation de son eau. Ah oui, ça c'est vrai. Bon, du coup, on voit, il n'y a pas tant d'eau que ça, parce que c'est en ville. Toute la scène dans les égouts, quand même. Oui, quand même. Moi, je parle surtout de cette scène-là, et aussi de toute l'animation du sang en général. Hein. Ah oui, parce que ouais, bah, surtout sur les liquides, les fumées aussi, les fumées. Parce que c'est un film, vous voyez, comme t'avais dit de toute façon, c'est un film où on voit très peu de choses en réalité. On a beaucoup de moments où la caméra est obstruée par autre chose, par un bâtiment qui s'effondre, par de la fumée. Mais ouais. Toutes sortes de fumées possibles. En fait, c'est un best-of des meilleures fumées, ce film, en fait. C'est clair. Bah, de toute façon, t'as toujours cet aspect de quelque chose qui bouffe un décor, en fait. Oui, complètement. C'est des thématiques d'Akira, de toute façon. Bah, c'est ça. Et vraiment au niveau, aussi bien au niveau aussi de la technologie et de tout ça qui est vraiment assez bien retranscrite en fait. Non, c'est bien transcrite, mais surtout qui est assez poussé. Disons qu'il y a des petites idées. Par exemple, le moment, je vais pas envie de spoiler, mais le moment dans les égouts où il y a un moment où ils doivent combattre des espèces de véhicules volants voilà, qui tirent des mitrailleuses. Par exemple, l'idée que quand le truc s'écrase, que le truc reste allumé et que du coup fasse des tours sur lui-même, en plus en faisant une animation sur l'eau qui est assez bien faite. C'est ça. Donc ça par exemple, c'est un petit détail qui rend le truc tangible. Quoi. Ouais, et aussi, il y a jamais... cet objet il ferait ça si jamais il serait dans un truc d'eau et qui continuera à tourner, il ferait ça. C'est ça. Mais il y a jamais... ça me fait penser à un truc, c'est qu'il n'y a jamais d'animation répétée dans le film. En fait, chaque fois que tu penses qu'il va y avoir une animation répétée, à chaque fois, en fait, l'animation est nouvelle. Ah oui. Et ça, c'est vraiment dingue comme truc. Je dirais même que c'est le premier film d'animation où tu as vraiment des détails des détails de jeu, en fait. Par exemple, le moment qui m'avait assez impressionné, c'est que le personnage de Kaneda, on le montre souvent comme un personnage un peu stylé, un peu bad boy, si je puis me permettre. Sauf dans la scène où il essaie de faire bien devant les officiers de police, où là, tout son comportement est différent. Mais oui. Et on le sent en fait. On sent qu'il a un sourire forcé. On sent tout ça en fait. Vraiment, ouais, le jeu d'acteur des personnages animés est incroyable. Ah oui. Bah, disons que c'est assez vieillot pour l'époque. C'est-à-dire que c'est un jeu d'acteur qui est quand même assez poussé. C'est-à-dire qu'on voit les yeux vraiment qui s'écarquillent au moment dangereux. C'est le jeu d'acteur à la japonaise. Hein. Ah, de toute façon, des extraits de jeux d'acteurs japonais tirés de Sentai par exemple, hein, si tu veux mettre ça en montage. Oui, voilà. Pour montrer vraiment le truc du jeu d'acteur japonais qui est pas du tout le même qu'en Occident. Hein. Oui, voilà. Parce on peut penser que c'est du surjeu, mais là-bas. C'est normal. Voilà, c'est bon. Et on dit pas surjeu, genre on dit pas ça de façon négative, péjorative. C'est une autre façon de jouer qui est tout aussi fiable en fait. C'est ça. C'est ça, c'est une façon qui montre les émotions à mort quoi. Ah oui, par exemple, il y a des visages de choc en vérité dans ce film, il y a des visages vraiment qui restent gravés tellement en fait on sent tout le danger de la scène rien que dans un gros plan sur le personnage. Le truc à la fin où la meuf dont j'ai bouffé le nom, Kaori, retrouve Tetsuo. Ah oui. Genre juste sa tête quand elle voit le monstre qu'il est devenu, c'est vraiment... Il n'y a pas de dialogue et mais on sent ce qui se passe, on sent qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. Et puis encore plus dans le moment où Tetsuo commence à péter un câble en vérité. Ah oui, non, mais... on peut dire que cette chronique c'est du spoiler. Hein. C'est du spoiler sur spoiler sur spoiler. Là, ce film est sorti à 25 ans et tu m'as dit que j'étais la dernière personne à pas l'avoir vu. Donc ouais, c'est pas faux donc on s'en fout. Voilà. C'est pas faux donc on s'en fout en vérité. Mais du coup, dites-vous, je pense que je vais mettre dans le titre spoiler de toute façon. Oui. Et de toute façon, on parle tout le temps d'animation, mais aussi on peut parler de l'histoire qui marche toujours autant. C'est une histoire qui s'arrête jamais. C'est un scénario qui a toujours quelque chose à te raconter. Même, je dirais pas je pourrais dire même qu'il a parfois trop de choses. Ce qui fait que la première fois t'as un peu de mal avec certains trucs. Ouais, mais c'est pas un truc important avec lesquels j'ai eu du mal, tu vois. J'ai compris ce qui se passait dans la globalité quand même. C'est vrai qu'il y a 2-3 sous-scénarios. Il y a 2-3 sous-scénarios où j'ai pas vraiment tout pigé, mais je pense qu'un deuxième visionnage me suffira pour tout avoir là. Oui, voilà. Et c'est pas du sous-scénario à la Nolan, où vraiment c'est fait pour que tu comprennes pas. Je suis désolé, mais le cinéma de Nolan, c'est un cinéma qui est fait pour que tu comprennes pas ce qui se passe. Hein. Oui. Oui, dans l'ensemble, oui. Dans l'ensemble, parce qu'il y a certains films que tu réussis à comprendre, mais disons, dans la plupart, c'est un peu ça. Là, c'est parce que ça fourmille de détails. Vraiment, on sent qu'ils ont voulu faire une histoire réellement importante, qui ait de l'impact, etc. Et l'histoire
a de l'impact techniquement. Ah bah énormément. Et ça n'a pas de apocalyptique quasiment. Bah, bah non, apocalyptique, pas oui, quasiment. Complètement. Que ce soit des attaques de Tetsuo ou des tentatives de l'armée elle-même pour l'arrêter, qui se retrouvent à faire encore plus de dégâts. C'est ça, et puis... Je me rappelle toujours du putain que t'as lancé quand t'as vu le satellite. Ah ouais, non mais... Le truc, à un moment, t'as une scène... Alors là, je vais expliquer la scène pour personne, en fait, vu que tout le monde a vu le film. Oui, voilà, tu peux dire la scène du satellite, je pense. La scène du satellite où il y a... Avec la frappe orbitale. Ouais, où il y a du coup une lumière bleue qui commence à arriver sur Tetsuo, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas d'où ça sort. Et puis là, tu sais, ça part complètement en couille. Il perd son bras dans l'histoire, tout va bien. Oui, voilà, c'est vraiment, mais c'est cette idée, en fait, ce film, c'est un concentré d'action qui a toujours un autre moyen de te la faire sentir. C'est-à-dire qu'on te fait faire de l'action, d'abord c'est une scène de course-poursuite, puis après c'est des scènes un peu plus dans la tension, puis après c'est une scène dans des égouts, puis après voilà. Par exemple, rien que le fait de faire prendre à Kaneda et... Kei. Faire prendre à Kaneda et Kei l'ascenseur avec le machin. Ça n'a aucun sens, mais c'est génial. Rien que cette idée de mettre un objet comme ça dans un endroit aussi restreint, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. De toute façon, toutes les scènes dans ce bâtiment sont géniales. Ah oui. Parce qu'elles utilisent toutes les possibilités de ce qu'on peut faire comme combat, comme dans un bâtiment. En fait, par exemple, la fameuse scène où Tetsuo s'enfuit. Où Tetsuo s'enfuit et puis qu'à un moment il fait un champ de force autour de lui qui détruit les murs en faisant la forme de la boule sur les murs. Ah oui, c'est un excellent moyen de te faire sentir un truc invisible. Ce champ de force est invisible, mais on le voit tout le temps, c'est génial. Ouais, tu vois, on le voit, on le sent, on sent que la destruction des choses en fait. C'est ça. Parce qu'il y a toujours un détail, il y a toujours quelque chose qui te fait dire ok, il y a un truc tangible là-dedans. C'est ça. Par exemple, rien que l'idée que quand Tetsuo détruit le bâtiment où est logé Akira, rien que le fait qu'on voit le truc de fumée, etc., et qu'on voit surtout les tuyaux qui font sortir de la fumée, qui sortent comme ça les uns après les autres, c'est une image extrêmement impactante. C'est génial, hein. Il y a tout un travail sur l'impact des images qui est assez hallucinant. C'est assez dingue, ouais. Rien que le fait que par exemple sur l'un des premiers motards qui s'écrase dans la première scène, s'écrase puis qu'ensuite son bras soit cassé par l'autre moto qui vienne dessus, qu'on a le bruitage, qu'on a la petite animation du bras qui se fait écraser, on a ce sens du détail qui est fait pour l'impact, où vraiment on sent, disons, la violence des choses. Ah mais c'est clair. Hein. Genre par exemple, aussi la première personne qui essaie de sauver le gamin, elle essaie de le faire s'enfuir, quand il se fait tirer dessus, c'est pas juste une balle, il se fait déchiqueter littéralement. Ah mais c'est clair. De façon assez violente, c'est comme les chiens en fait, tu vois. Je pense qu'on voit que c'est l'un des seuls films d'animation que je connaisse où on puisse voir un chien littéralement se faire prendre une balle dans la tête, etc. Tu vois, c'est d'une façon assez trash c'est terrible, assez terre à terre, disons. Ce film est extrêmement terre à terre, c'est tout le principe. C'est vraiment, ouais, s'il y a de la violence dans la vraie vie, ça pourrait ressembler à ça, quoi. Ah oui, complètement. Peut-être un petit peu moins abusé, mais quand même. On revient quand même à l'animation sans le vouloir. Hein. Ouais, non, mais... Ça voit que c'est le truc qui nous impacte là-dedans. Et dernier truc sur l'animation, la technologie est en avance sur son temps, mais pour de vrai. Genre par exemple, le jukebox à CD, le film a été commencé d'être dans les années 80, et à l'époque, c'était encore des vinyles, c'était pas des CD. Ouais. Les CD, c'était une technologie expérimentale à l'époque. Oh putain. Donc ce film est vraiment visionnaire sur beaucoup de choses. Et moi je pense à ce détail-là, mais il y a plein de trucs où tu te dis ah ouais, ils avaient déjà cette idée-là à l'époque. Et des trucs qui sont encore là maintenant, c'est-à-dire, par exemple, les fumigènes de la police. Tu vois, quand tu le vois maintenant, tu te fais ah ouais. Ouais. Ah ouais, on fait encore ça en fait. C'est ça. Le coup de personne qui se prend un fumigène en pleine face, on se fait. Ah bah de toute façon. C'est un peu gilet jaune tout ça. Hein, c'est un peu... les manifs dans ce film sont très réalistes, hein, encore une fois. Ah pour le coup, disons qu'on voit qu'il y a de la destruction des deux côtés en fait. C'est vraiment une manifestation qui part mal, qui part extrêmement mal, mais on voit qu'il n'y a pas de bon côté en réalité dans ce film. Disons, la morale est assez floue. C'est-à-dire qu'on suit quand même les personnages principaux, on se fout un peu de la gueule de ça, mais c'est comme des terroristes et des punks. Oui. Bah c'est un peu
c'est un peu le film du punk qui est punk parce que c'est cool, puis qui découvre que la société est vraiment pourrave en fait. Ouais, tu vois, et qu'il a des raisons d'être punk autres que pour être cool. Et que après il se met à être punk non plus pour être cool, mais pour ses convictions perso quoi. Pour des convictions perso, enfin, convictions perso, je pense surtout que c'est. Kaneda, je ne sais pas s'il a vraiment des envies politiques. Ah, je parlais de Tetsuo moi. Ah, tu parlais de Tetsuo. Ah oui. Je parlais de Tetsuo moi. Ah oui, pardon. Qui vraiment au départ il veut juste être le plus cool de la bande et après quand il se rend compte de ce qu'on lui a fait etc. Il veut vraiment tout détruire parce que la société est pourrie quoi. Ouais. Voilà, il se rend compte de ça et puis c'est avant tout une envie de montrer qu'il est puissant désormais, disons, parce que c'est quelqu'un qui a toujours vécu, disons, dans l'insatisfaction, de se sentir inférieur, etc. Ouais. Disons, littéralement, c'est si on donnait ce pouvoir à pas un sociopathe, mais un sociopathe, en fait. Bah ouais, quelqu'un qui s'est fait bully tout le temps et qu'on n'a jamais écouté, en fait. Disons, ça ressemble un peu beaucoup à une fanfic Wattpad, la façon dont on le décrit, ça ressemble beaucoup à la fanfic Wattpad du personnage qui se fait harceler, qui se dit « Ouais, bah du coup, dans ce cas, je vais tous vous assassiner !» Et il le fait vraiment. Bah pour le coup, là, il le fait, oui. C'est ça, et du coup, t'as Kaneda qui essaye de l'arrêter. Lui, c'est vraiment, genre... Kaneda, il a plus un idéal genre de super-héros, en fait. Oui. Il essaye vraiment d'arrêter son pote qui fout la merde et tout. Parce qu'il tient à lui, mais aussi parce qu'il se rend compte de ce qu'il fait, quoi. Bah c'est ça. C'est ça le truc, donc au final, voilà. Et voilà, bah, ces deux-là, c'est vraiment... De toute façon, le film a été connu à cause de cette relation Tetsuo-Kaneda, qui c'est vrai est très impactante et que je comprends pourquoi elle est devenue culte, parce que vraiment, on sent, même dans les moments où ils se battent, qu'il y a un attachement entre les deux. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre ces deux personnages. C'est le truc des frères ennemis, hein. Ah ben oui, mais on est totalement là-dedans. Hein. Disons qu'il faut savoir, j'espère pas dire une connerie, mais il me semble que j'avais déjà lu ça, que Naruto Sasuke a été largement pris sur Tetsuo Kaneda, et ça se voit, ça veut dire, revoyez le combat sous la cascade. Enfin, pas sous la cascade, sur la cascade. Ouais. Revoyez le combat sur la cascade, c'est complètement pas le climax d'Akira, mais le moment où... quasiment le climax, ouais. Ouais, et du coup on a bien parlé des points positifs, mais parlons des 2-3 trucs qui nous ont un peu gênés dans le film. Ah oui, bon, faut savoir, c'est pas de la faute du film. Oui, mais bon, ça c'est... Ah, Tetsuo! Ouais, Kaneda! Ah, faut expliquer. Bon, les gens qui ont vu le film ont compris, et ceux qui connaissent bien l'actualité d'Akira a compris. On va parler de cette version française, qui est de base, je n'ai rien contre cette version française. Je veux dire, il y a Pierre Athé. Oui, il y a Pierre Athé, il y a... La version originale... Ouais, attends, il y a qui d'autre? Je sais pas, j'ai pas... Ah d'accord, je pensais que t'allais dire quelqu'un d'autre. Non, j'allais dire, il y a beaucoup de qualité, mais... Ah oui, il y a beaucoup... Mais les acteurs sont bons. Bah les acteurs sont très bons, et puis vraiment, la VF, elle passe crème, hein. Mais... Oui. Le problème, c'est ce putain de mixage son qui te nique absolument tout. Bah, c'est pas techniquement le mixage son. Enfin, disons, pour expliquer, la VF d'Akira de base est une VF assez bonne, qui a 2-3 soucis d'adaptation qui sont en effet un peu gênants. Genre Kaneda. Bon, non, ça, justement, j'y reviens après. Mais disons, à 2-3 adaptations dans les dialogues de base, où il y a certains sous-textes dans le truc qui partent un peu. Mais disons, dans la globalité, cette VF est plutôt bonne. Il y a juste 2-3 problèmes, c'est qu'en fait, nous avons pris la version américaine comme exemple, et du coup, Kaneda devient Kaneda, parce que Kaneda, tu vois, on s'est dit, oh, il doit s'appeler Kaneda. Heureusement qu'on n'a pas fait Akira quand même. Ouais, Akira. Bah, de toute façon, c'était le titre du film, on voit le A, parce que je pense que c'est ça qui a un peu sauvé le titre. Oui. Sinon, on l'aurait appelé Akira. Et aussi, à un moment où on dit BPM à place de tours par minute, bon, ça c'est... Et ils ont... Dybex, qui est le distributeur français d'Akira, s'est dit on va faire une nouvelle VF. Mais la VF avait un côté culte et on pouvait pas rappeler par rater et puis tout ça. Donc on s'est dit on va seulement redoubler les moments précis où on fait une connerie avec Akira, tour par minute, etc. Donc du coup, t'as vraiment ce passage limite YouTube Poop du hey, comment ça va Akira. Ouais, c'est ça. Kaneda, pardon, pas Akira. Bah oui, le perso s'appelle pas Akira. Et surtout, le problème, c'est que j'ai l'impression. C'est que dans ce remaster, la VF a été remasterisée. Mais quand on pense à la VF, c'est pas la nouvelle VF, du coup, avec ce passage un peu YouTube. J'ai l'impression que c'est vraiment la VF originale qui a été remasterisée. Ouais. Mais du coup.
Mais du coup, ils ont quand même, en fait, c'est qu'ils ont dû faire un effet vieux sur le deuxième doublage pour que ça passe. Et ils ont oublié de changer aussi ça. Et du coup, tu te retrouves avec des trucs qui collent juste pas. Et ça aurait pu être très largement évité avec un bon mixage son, quoi. Oui, c'est vrai, parce que du coup, la VF originale fait moins vieillotte que la VF de 2014. Parce que dans la VF de 2014, ils avaient un peu salopé le truc pour que ça passe avec la version originale. Et ça passait pas non plus. Ça passait pas non plus avec la version originale, il y avait peut-être à côté, mais là c'est encore pire. Ouais. Genre, par exemple, la scène dans la garderie est cauchemardesque. Ah mais c'est clair, hein. Je dirais que c'est la pire. Toutes les 2 secondes ça se coupe pour changer la voix et du coup la qualité audio. Et vraiment j'avais l'impression d'avoir téléchargé le film et de le mater en version corrompue. Mais vu qu'il y a 2-3 moments où c'est... où ça passe. En fait, vu qu'il y a que 2-3 moments comme ça, je me dis ouais bon je vais continuer de le regarder. Sauf que là j'étais au cinéma et bah ouais ça passe pas. Ouais mais il y a vraiment ce côté fichier corrompu, donc je me demande vraiment si c'est pas des fichiers qu'ils ont récupérés en mode galère. Oh mais c'est clair. Parce qu'ils n'existaient plus, je me demande vraiment ce qui s'est passé pour que ce soit à ce niveau-là. Bah, parce clair, que je dirais que même la VF d'époque, enfin la VF de 2014 n'avait pas un côté aussi dégueulasse. Donc c'est incompréhensible en vrai. C'est ça, mais vraiment ouais, t'avais l'impression de mater une YouTube Poop par moment et c'était vraiment pas ouf parce qu'en vrai, en plus c'est sur des moments hyper impactants parce que c'est à chaque fois que le personnage gueule le nom de l'autre personnage et que du coup c'est une scène qui est censée être épique et impactant. Nous on était morts de rire parce que du coup c'était genre oh là là, Tetsuo, oh, Keneda. Oui, parce qu'ils ont repris les mêmes acteurs, mais on peut pas refaire une scène des années après. On peut pas avoir la même force, on peut pas avoir le même ton. En vrai, là, ça venait vraiment pas du jeu d'acteur. Pour moi, ça venait vraiment seulement du mixation qui était complètement pété. Et en vrai, s'il y avait juste le jeu d'acteur, ça m'aurait peut-être fait un peu tiquer, mais pas tant que ça, tu vois. Ouais, bon, c'est les moments où le mixage son est bon. C'est vraiment ce petit jeu d'acteur qui est un peu différent, mais pas trop, mais qui ressemble, mais qui est pas trop, qui on sent qu'il y a quelque chose qui. Ouais, mais moi, rajouté. Honnêtement, ça, je l'ai pas vu. Sur les moments où le mixage son était bon, je l'ai pas vu ça. Mais quand. Et surtout, si vous pensez qu'on exagère quand on fait le Keneda, vraiment, non, il y a un côté étouffé. Ah oui, il y a un côté vraiment, ultra étouffé. Vraiment, il y a la qualité de son est vraiment pas la même, hein. Ah oui, franchement, dites-vous que même avec un micro à 50 balles, le son est pas aussi dégueulasse. Hein. Bah, dites-vous que... Aussi dégueulasse, non, pardon, toutes les Kuribo-Reviews ont été faites avec un micro à 60 balles. Et que du coup, voilà. Oui, voilà, et que c'est limite mieux, je dirais. Bah ouais, au moins tu sais, t'as une unicité dans le truc. Ouais. C'est pas comme là où t'as vraiment genre une vraie cassure sur le mixage son. Ouais, voilà, et encore une fois, c'est pas du tout de la faute du film. Hein. Ah oui, non mais là, vraiment, du coup, on s'attarde sur ce fait-là, parce que vraiment, mais c'est une honte du Dybex et laisser ça au cinéma. C'est vraiment une honte. Remaster 4K. On ne fait pas ça. Putain, oui, en plus c'est remaster 4K, tu te dis putain, ça va être la super qualité, et en fait, non. En plus de ça, le film s'appelle Akira 25 ans plus tard. C'est pas 25 ans, c'est limite plus 30. Bah, en fait, ils se sont trompés dans la numérotation, je sais pas. Le film est sorti en 88, il est sorti en 91 chez nous. Oui. Donc non, ça fait 29 ans. Bah, donc, moi j'aurais mis 30 ans plus tard, mais... Bah, oui. Bon. Tu dis pas 25 ans, au pire tu dis 29 ans plus tard, et si tu veux un chiffre rond, tu dis 30. Tu dis pas 25. Mais c'est ça, moi du coup je croyais vraiment que le film était sorti en 95. Ah oui, du coup tu m'engueulais en mode, mais c'est impossible, t'avais bien vu 25 ans, je te dis, ah non, 91. Bah ouais, mais c'est ça. Mais du coup j'avais raison, c'est bien, c'est 91. Ça fait pas de sens, je veux dire, de faire ça. À moins que Google me mente, mais sinon, oui, c'est bel et bien 91. En fait, il y a moyen de faire un truc qui s'appelle le calcul mental. Et puis surtout que la réponse, je sais pas si c'était le PDG de Dybex ou juste quelqu'un de Dybex, dont j'avais vu, la Dybex, je crois qu'ils avaient fait une réponse, même c'était une réponse officielle, où c'était en mode, ouais, je préfère une VF comme ça qu'une VF où on dit Keneda, sans BPM, et qui ça fait pas de sens. Et que, ouais, il y a un personnage féminin dans le truc, c'est un mec dans le film, donc ça fait pas de sens. Alors que si vous voulez, le mec c'était le prêtre. Ouais, le prêtre qui fait Oh Akira, délivre-nous de ce monde. De gourou de secte de rue là, ou je sais pas quoi. Disons que il faut se dire que ce personnage a été doublé par un homme. C'est juste qu'il a une voix un peu aiguë. Bah oui. Les hommes avec une voix aiguë, ça existe, surtout que là c'est un vieux. Bah, c'est ça.
Et du coup, on sait, je sais pas pourquoi, Typex s'est mis dans la tête, bah non, c'est une voix aiguë, donc du coup, ça doit être une femme. Du coup, ils pensaient régler un problème, mais non, ils l'ont créé. Bah après le design du perso est assez vague pour qu'on puisse se dire, on s'en fout en fait. Ouais, mais tu vois, au point de mettre dans la VF originale un défaut qui en fait en est pas un. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, et surtout de venir dire que c'est pas grave si la VF est salopée tant qu'on dit Canada et pas Canada. Oui, non, mais c'est vraiment ridicule quoi, au bout d'un moment. Ouais, voilà, c'est vraiment, je t'avais dit de toute façon, c'est un peu comme il y a une brisure sur un pare-brise, donc on prend un marteau, on casse le pare-brise, il n'y a plus la brisure. Non, pas de vitre, pas d'éclat, plus de problème. Oui, voilà, c'est ça, non, c'est pas comme ça que tu règles un problème. Si tu veux régler ce genre de petits trucs, tu fais un redoublage. Bah, un redoublage complet, oui. Oui, bon, on perd pirater, et ça, c'est une grande peine à mon cœur, mais si vous voulez tant vous concentrer sur des détails, mais à la con, et refaites un doublage, faites pas ça. C'est ça. Surtout que Daybex, sur le Blu-ray, d'où vient ce machin, ça ne me dérangeait pas. Parce que Daybex nous prévenait, et puis nous laissait le choix entre la VF originale et le redoublage. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait souvent. Par exemple, Disney, ils nous enculent à ce sujet tous les jours en nous remettant jamais les premières versions. Les premières versions, alors qu'ils ont fait 3 à 4 redoublages pour aucune raison en réalité. Mais voilà, là on avait le choix, et là Dypex nous laisse pas. Bon, ce serait un peu bizarre d'avoir 2 VF en cinéma, mais remettez la version originale, la version que les gens veulent voir. Bah c'est ça. La version qui dit Canada et BPM, c'est pas grave en fait. Oui, parce que voilà, dans ça touche pas au film en soi. C'est juste des petites modifications à droite à gauche qui sont pas gênantes en fait. Oui, et que en plus. Et que en plus, tu sais, c'est littéralement, tu sais, tu fais une faute d'orthographe qui se serait pas vue si t'avais pas rayé comme un gros porc pour réécrire le mot au-dessus quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment, on en est vraiment là quoi. Et si vous êtes vraiment dans ce genre de détails, mais transformer aussi le moment où l'adaptation est désastreuse. Parce qu'il y a des moments, je suis désolé, t'as pas vu la version originale donc tu peux pas le savoir, mais je te dis, il y a des moments où la VF passe complètement à côté de ce que la version originale voulait dire. Et puis même un moment où une phrase de Canada n'a pas de sens. Genre, il monte les échelles, il dit « Me voici ». Me voilà. Je comprends toujours pas cette phrase « Me voici ». Me voici. Ça, mais voilà, on a fait notre petit coup de gueule envers Dypex. Envers cette VF dégueulasse qui est diffusée et avec un mixage son pourrave. Ah oui, mais surtout pour un remaster 4K, mais où le reste... Non, mais c'est ça, genre tout le reste ça va, mais ça non. On peut parler du remaster, mais d'une qualité incroyable. Genre, il a pas été fait par Charlie celui-là, tu vois. Vraiment un vrai remaster, mais vraiment d'une qualité extraordinaire. C'est clair que et quand la vidéo sort, Akira est toujours dans vos salles. Bah foncez. Foncez, hein. Foncez, sautez sur les séances VOST si possible. Ouais. Et je pense que ce vlog c'est plutôt une bonne preuve, disons que ce soit un fan d'Akira qui l'a déjà vu des centaines de fois et un néophyte peuvent kiffer ce qui se passe. Parce que même si vous l'avez déjà vu et que vous dites ouais je vais pas payer pour un film que j'ai déjà vu, pour le coup, bah si, parce que c'est une expérience. Voir Akira en salle, c'est quelque chose qui se repointera peut-être jamais, sauf pour des séances exceptionnelles d'une. C'est ça. Tu vois, une vraie ressortie d'Akira, c'est quelque chose dont il faut profiter. Bah carrément, hein. Oui, parce qu'il faut se dire que voir Neo Tokyo en plein écran avec un véritable son, un véritable travail sur la qualité de l'image, sur le grain. Bon, il y a 2-3 cellulos qui sont encore un peu flous, mais bon, c'est pas grave. En vrai, moi j'ai pas. J'ai vraiment l'animation, je l'ai trouvé digne de ce qu'on fait aujourd'hui, voire mieux. Sur certains aspects. Ah oui, mieux sur certains aspects. Les destructions de bâtiments, je suis désolé. mais j'ai jamais vu de destruction de bâtiments avec autant de détails. La modélisation de toutes les machines. Genre, la moto de Canada. C'est de la modélisation 3D avant que la 3D existe, encore une fois. Bah oui, parce que franchement, la moto de Canada, mais j'ai toujours autant envie de la voir. Excellent, mais ouais. Je comprends clairement pourquoi dans Ready Player One, la moto de Canada, on se concentre dessus, parce que c'est vrai que c'est un design extraordinaire. C'est un design extraordinaire, et puis vraiment, on a le côté moto et on a le côté futur, quoi. Ouais.
Et puis le fait qu'il y ait de l'électricité sur les roues, le fait qu'il y ait un tracé rouge. C'était. Mais c'est vrai que en vrai, la plupart des motos sont très sympas, mais celle de Canada, elle ressort vraiment. Hein. Ah ouais, disons que je dirais que la moto de Canada, c'est vraiment la seule moto qui va avec le design du personnage. Bah, en vrai, oui, ça va, ça reprend les mêmes codes couleurs, ça va avec le côté hyper vénère, mais hyper classe du perso. Ouais, c'est vraiment la Canada mobile, quoi. C'est ça. C'est tellement ça. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est l'affiche du film. Hein. Ah oui. C'est pour ça que c'est l'affiche du film, c'est juste le gars qui monte dans sa moto, c'est l'affiche du film, quoi. Ouais, parce que vraiment, c'est le point culte d'Akira, voilà. C'est sa ça. moto, c'est toute cette ambiance rougeâtre. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je me suis rendu compte que l'apparition du titre, c'est exactement la même que l'apparition du titre du Roi Lion. C'est vraiment le... avec... qui essaie d'être stylé, mais qui l'est d'ailleurs. Hein. Oui. Putain, la première scène d'Akira, ça, mais dès le début, je dirais que t'es dedans. Hein. Voilà ce qui s'est passé, bon maintenant la suite. Voilà ce qui s'est passé, apparition du titre stylé, et on va direct. C'est une medias res. Hein. C'est vrai. Ce film, faut aimer les apparitions vraiment in medias res, qui va pas t'expliquer son univers. Bah c'est ça. Qui juste te montre ce qui se passe à l'intérieur. Genre, il va pas te dire, ouais, la ville a été créée cette année pour ces raisons, non, les gens en fait, se pensent ça. En fait, t'as loupé un épisode, mais c'est pas grave parce que tu peux rattraper avec ce qui est présent dans le truc. Ouais, tu vois, tu vas directement. En fait, on t'explique pas pourquoi cette société est pourrie, on voit juste qu'elle l'est en fait. Bah c'est ça. On voit des gens mécontents, on n'explique pas pourquoi ils le sont, bah, mais on le comprend, on le comprend de nous-mêmes. Bah oui. De toute façon c'est ça, le truc c'est qu'on comprend le truc de nous-mêmes et du coup on n'a pas besoin d'avoir une origin story qui durerait 3 plombes pour nous expliquer ah oui alors il s'est passé ça, puis ensuite il s'est passé ça, puis ensuite il s'est passé ça. Non. Ça c'est vraiment, ça aurait été de la mauvaise écriture déjà parce que genre, quitte à faire une origin story comme ça, tu t'en fais ton film quoi, je veux dire oui, voilà c'est ça. Mais là du coup vraiment, ça ne perd pas de temps, ça te fait rentrer directement dans le truc, ça te fait rentrer dans l'univers, dans une scène d'action. Tout ce que tu disais sur le passé de cet univers, c'est que il y a eu une grosse explosion en 88 et que après il y a eu une guerre mondiale qui a duré pendant un moment et du coup que le film se passe 31 ans après, donc en 2019. Mais du coup c'était c'était pas mal du tout et voilà. Oh putain, cette conclusion, on sent qu'il n'y a plus d'énergie. Allez voir Akira, c'était bien. Oui, et surtout, allez voir Akira, et surtout, allez au cinéma de manière générale. Parce qu'on est vraiment dans un moment où je dirais que les grosses salles, comme la salle du CGR où on est allé, n'ont pas à craindre de ce qui va se passer. Et vraiment, les petites salles de cinéma, vraiment, vous pensez que c'est pas si grave, mais en vérité, si, c'est ça, c'est vraiment de fermer, et quand on dit fermer, c'est peut-être fermer à la rentrée pour certaines. Par exemple je sais que beaucoup d'animations japonaises est diffusées dans les petites salles. Ah oui. Donc si vous aimez, par exemple, si vous aimez les animés en général, allez voir des films d'animation japonaise qui en général ont une qualité supérieure aux séries. Et qui qui ont aussi des scénarios qui sont assez sympas et c'est assez varié pour la plupart. Bah, disons tout ce qui est pas distribué par Eurozoom, généralement ça que dans des petites salles. Eurozoom c'est vraiment les seuls, je sais pas comment ils font. Eurozoom, je sais pas comment ils font pour vendre au CGR des films comme ça. Mais bref, soutenez les petites salles, allez au cinéma, même allez voir des films français parce qu'il faut aussi se dégager de cette envie. Des films français qui sont pas des comédies à la con mais des bons films français. Alors. Allez voir Felicita par exemple. Allez voir Felicita, allez voir, je sais pas ce qui est sorti dernièrement, mais il y a des centaines de petits films. On se retrouve à un moment où dans les CGR, tu peux te retrouver avec des petits films qui n'auraient jamais été là avant parce qu'ils ont plus de quoi diffuser malheureusement. Bah c'est ça. Du coup, il faut profiter de cette période et il faut soutenir les petites salles. Que ce soit en allant voir Akira, en allant voir d'autres choses. Et peut-être qu'on va relancer le bon cinéma français ensemble. La popularité du bon cinéma français, parce qu'il y a toujours eu du bon cinéma français. Voilà, le bon cinéma français existe, c'est juste qu'on le montre pas assez. Mais ouais, relançons la popularité du bon cinéma français ensemble. Allez, et sur ce, allez voir Akira, allez voir autre chose, mais surtout, allez au cinéma. Allez au cinéma et allez dans les petites salles. Allez. Tchuss. Abonnez-vous.